Hello, everyone. Welcome to the Institute for Ideas and Imagination. I'm Sari Castro, the Communications and Programming Coordinator, and we're really happy to have this event organized by Yana, which is a fellow this year at the Institute, writer, publisher, art architecture theorist, and she wanted to have this book launch of L'éclat de l'absolu. We're super happy to have Alain Badiou and Nick Nesbitt tonight. L'éclat de l'absolu is a series of interviews that Yana conducted with Alain Badiou over 5 years. And she wanted to invite him tonight, a philosopher, novelist, and playwright, and Nick, professor in the Department of French and Italian at Princeton University. Thank you so much for coming tonight, and we're really happy to see you all. I'll give the microphone to you. Okay, well, thank you very much. Thanks to everyone for your patience. Again, sorry for the chair situation. Thanks to Alain and Nick for being here with me tonight. I don't want to really do a theoretical lecture tonight. I think my goal will be really to just introduce this book, which maybe Nick you can help showing. And obviously, but before I actually start introducing the book, I just need to spend a few minutes thanking everyone who made this possible. I just want to warn you. So this is an Anglophone center, but Alain will be speaking in French. I hope it's okay for you. We'll probably subtitle the recording, so if you don't understand everything, we hope to have subtitles ready for you later. So regarding the thanks, I want to obviously thank the Institutes for Ideas and Imagination. I want to thank Marie, the director, Meredith and Sari. They've been really spending a lot of time just working really hard to make this event possible. I also want to thank my husband, Sharon Ndiaye, who was the first person, I guess, to suggest me that maybe we should do this book of interviews with our common friend, Alain Badiou. I think it was probably somewhere in 2014, and then it became this like really never-ending interview project. I also want to thank the members of the Prague Axiomatic Circle. So, namely here present Nick Nesbitt, our common friend Michael Hauser, who's not here, Joe Grimm-Feinberg. I actually, first time I remember, I met you, Alain Badiou, that was still in the Salle du San. I went to the lectures at the École Normale Supérieure. And then we organized this conference when you came to Prague in 2014. It was called Alain Badiou, The Philosophy of Truth. And I still remember the crowds in the auditorium of Municipal Library. It was kind of a scandal, even more than here, I guess. And then we were joined by here Nick Nesbitt. And somehow this evolved into this kind of a informal circle of friends between New York and Prague. Sometimes we reconnected elsewhere, like, remember when we did with Alain Badiou those 2 workshops at Princeton and at Columbia on being an event. And as you might notice, this Prague axiomatic circle is a bit of a joke on, the Prague linguistic circle of the Mukaczewski and the early structuralists. But we're not structuralists, we read Badiou. And in 2017, we did this big conference with Jacques Rancière and other guest, which was on the philosophical effects of the 1968, mostly Prague and Paris, from which it gave birth to a book called Revolutions for the Future that you can see over there. And in fact, we're going to talk about this book precisely next week on April 7th in a little bookshop called The Red Wheelbarrow, right by Jardin de Luxembourg, together with Vincent Jacques and Etienne Balibar, 2 philosophers. So you can just find the leaflets over there if you're interested in that. And then in 2018, we did this big conference called Thinking the Infinite, which was then, we edited as a volume together with David Rabouin and Yelica Shumedjiha, who's unfortunately not here, on mathematics and ontology. So there has been quite a few
few events. And I want to say that just like the discussions with those friends, and colleagues have been really, for me, crucial in kind of nurturing the project, and maybe also just nurturing the kind of affective energy that you need to get to do something like that. I also want to thank Isabelle Rodos, who did an amazing job helping to kind of approve and stamp this book by Badiou's Politburo. And I want to thank also my copy editor Arnaud Taillefer over there, and also the Czech graphic designers Nela Klimova and Prague-based artist Alexei Klyukov, who made these amazing engravings for the book. And then I want to, of course, thank to you, Alain, for your patience with my never-ending questions. And I should perhaps also thank the French pastry chefs in New York who kind of provided the nuclear fuel for our brains. My problem is only the English. And so just about the book. So this book, we did it mostly between, I think, 2014 and 2019. Most of these interviews, they happen in New York, except I think the one on Hegel we did in Paris. It's kind of, this book, I would say, corresponds to also my dissertation years at Columbia. So I always say this is like my second PhD thesis, I guess. And each of these interviews in the book actually took me many months to prepare. Basically, for instance, by doing an interview on Lacan, I had to read, or reread too much of Lacan, and then through your work, and find kind of theoretical intersections between your thought and the thinking of your so-called masters. So many of these interviews are really like kind of text-based. The idea was really to kind of return to the text, and I didn't want to do just like a kind of a simple polemics. The idea was really to read your work very closely and very seriously and confront it with those thinkers, often sometimes also reminding you of, you wrote this, and what do you think about it now? So this was kind of this discussion. And we established a list of thinkers we were supposed to talk about together. I actually now think retrospectively that we could have added perhaps Spinoza, which, especially since the immanence of truth, has been really important, I would say, in your work. Also, there's maybe one aspect that you might notice, the book, I guess the last interview really deals with the immanence of truth. And it's a relatively tough interview for those who are not familiar with Alain Badiou's work that much. So at the end, we just shifted that interview at the end, and it really somehow made the book perhaps more accessible for the reader, because I assume that for some of you, the concepts like non-principal ultrafilter, kappa complete might not be so straightforward. So, in effect, this last interview maybe relates more to what we tried to do in the conference in Prague, the Thinking the Infinite. And so I would say, like, if I was to just, tell what I was trying to do, and I think it makes the book unique, is somehow, I would say, the scope, the depth, the length, the fact that we were really talking over a period of 5 years, we're eating all those cakes, and then obviously it took many more years to just like edit it. And I would say each interview is based maybe on 4 to 5 hours discussion. And as a publisher, like the books that we do, we really try to work on them as a kind of a Gesamtkunstwerk. So you might notice that, in fact, to honor the kind of classical or classicist aspect of your thought, we try to do a very classical book. Actually, someone just told me that it looks like a Bible. It's perhaps true, with this gold foil stem. So, with the graphic designers, we just used a much more classical kind of a French compositional scheme, like kind of an axial perspectives. And also, I hired this Prague-based artist called Alexei Klyukov, to do, I commissioned him a series of drawings inspired by the Baroque engravings and the drawings of
the French encyclopedia, because somehow to me it seemed like it might work well actually with a kind of a classicist aspect of your thought. So again, we're a small publishing house, but to a certain extent, what I do, like each project is also a conceptual project. I would say, I remember in one of the interviews, or perhaps outside the interviews, when we spoke about Plato, and you said that, maybe we should redefine, I think we spoke about Plato's notion of participation, and you said that, en fait, idée should be translated as ce qui dans la matière va vers l'idée. And so I see the books as simultaneously, ideal, because it's obviously about the intellectual project, but also really trying to work through the material form of the book as a place. And again, I'm not going to really lecture too much, but I just want to briefly allude to some problems that I've been trying to address in the postface for this book. Again, I think you should read it, so il n'y a pas de raccourci in a way. But in fact, the book includes like a postface which kind of departs from something you have said in an interview on Jacques Lacan, where you said the following: the subject is what, in the very process of subjectivation, is able to block the roof to the death drive. It is able to use the courage in order to dominate anxiety and to subordinate the fixity of law to the becoming of justice. And you added that the subjectivation and the becoming subject are a point of indistinction of the conscious and the unconscious, and that in fact the division between the conscious and the unconscious is characteristic of the individual, namely not the subject in your thinking. And I would say that I was somehow puzzled by this statement, and especially given that, for instance, the notion of the death drive, I mean, what I heard from some gossip is now being the point of contention between different schools of thought in Slovenia who dispute around the notion of death drive, the Lacanians versus the Badiousians. And so in this postface, what I'm trying to ask is the questions such as, what is the subject effect of truth? Or how does it work? What actually materially happens with the subject during a truth procedure? And in fact, you gave a certain hint to that in your early book, the 1982, The Theory of the Subject, but where you kind of try to combine Marxism and Freudism, and you establish this kind of this kind of four terms: the courage, the anxiety, the superego, and the justice. But in fact, this is a very early book, so it doesn't take that much into account the conceptual developments that you did in Being an Event and later. And so my question was, what would happen if we take your more recent writings and actually think of the subjective effect of truth, namely, if we almost as if for a moment step aside from your own terminology to look at the subject in new light. And in this postface, what I was trying to do is to kind of step aside by thinking it through the usual Freudian topic of the subject and also through Spinoza's ethics. So in a way, I think there's something in the new formalization of the subject that happens in a truth procedure that somehow helps to overcome the death drive and the related repetition compulsion. Meaning that the death drive obviously doesn't totally disappear, but it's somehow put under control in a form of a new formalization of the subject. So this is a little bit what I'm trying to do, in the postface by reading it through Freud and through his famous Jenseits der Lustprinzips, or Beyond the Pleasure Principle, namely his response to the famous essay by Sabina Spielrein, and looking at the different operators of finitude or of repetition in that text, that finitude which in Freud's text is the kind of death inherent to all living things. And so in fact, I think that the truth procedure, as you define it,
to a certain extent, enables us to help to free the subject from those repetition, from the kind of a Hegelian bad infinite, and provides for a new formalization of the subject, perhaps reminding us of the famous Georg Cantor theorem, showing that the continuous is bigger than the discrete, and that the power set of omega is necessarily bigger for the omega. That's the basic mathematics of Cantor. And so, in fact, I was trying to think of how do we discover this infinity within the finite subject. And that's also what brought me to rereading Spinoza's Ethics, namely the Proposition 23 of Fifth Book, which I really like, and which even gave title to one of our books, that we feel and we experiment that we are eternal. And I was thinking about the affects that this eternity and infinity provokes, which in ethics actually appear necessarily as the positive ones. In fact, Spinoza describes the discovery of eternity in human being as God's love of himself. He writes that this love provokes the feeling of blessedness, which is not the reward of virtue, but virtue itself. Neither do we rejoice therein because we control our lusts or desire, but contrariwise, because we rejoice therein, we are able to control our lusts. And this, to a certain extent, I find it quite funny, because it might remind also to what some of the Frankfurt School thinkers were trying to describe as the so-called non-repressive sublimation, as in Marcuse. And, obviously we live in a relatively dark times right now. I don't know if you follow everything also what's going on here at Columbia and what's going on in the world. And, when I wrote this piece, I was actually very much thinking about the war, the death drive, and kind of reading through the early disciples of Freud, which were trying to combine psychoanalysis and Marxism, in the 1920s and 1930s. And I was somehow looking for some positive affects that are immanent to truth procedure, and perhaps trying to find some sort of hope or courage in this, kind of thinking through the fact that, in fact, in a truth procedure is somehow always already victorious, because it's linked to those subjective affects that are kind of positive. And perhaps I didn't really think about it when we produced this book, but I just now retrospectively, I just think about how much this notion of light actually appears in this book, whether it's the gold foil stamp or the notion of l'éclat, les lumières, as the engravings from the encyclopedia. So I think it was somehow perhaps almost a desperate search for some sort of positive affect that's linked to the truth procedure. And today, obviously, when we see the rise of fascism in the world, it brings with itself a certain psychological organization of the subject. And to some extent, some of the 1930 studies of the fascism and the subject might still be relevant. But in fact, I think that it's even more important, therefore, to think of a sort of a different, let's say, affirmative organization of the subject, one that would be about this experience of the infinity within the finite human existence. Namely, I think that the question of the subject, is something that could be developed further, perhaps upon your from your thinking. And it's also really crucial right now, because it could enable us to somehow seal the split between, let's say, cultural and identity politics and kind of a traditional, political politics and parties, organizations, mass movements, and so on. And sometimes when I look at the 20th century, I feel like there have been certain sequences in history, where there were attempts to actually rethink this kind of a political effect of truth procedures on the subject, whether that be in 1968 or whether that be in 1920s or 1930s, like in the work of many Marxist thinkers avant-garde thinkers who were somehow opposing then the rising Stalinism,
And so sometimes there are these sequences, these moments where these questions were somehow rethought. And I think actually your thinking is a sequence like this, actually, because it can really provide us a certain new articulation of those questions. And it can also help us to somehow combat the ideology of the capitalism and the consumer culture, which I would say exploits the different splits within the subject. Whereas when the subject is as in the truth procedure, somehow becomes sealed, his unconscious and unconscious spheres are aligned as in form of this kind of attributive form, like you speak about the attributes of the absolute. It can also help us to, let's say, to resist certain forms of capitalist ideology and to build upon that. So I think there would be a way to, perhaps push it farther. And in the postface, I kind of try to just allude, perhaps the postface is a preface for a much bigger project that will come later. So that's probably it, what I wanted to say about the book. And Nick, I think you must be suffering. You hold the book for a whole time. Okay. So. Oui, alors je voudrais dire plusieurs choses de façon préliminaire. Premièrement, je vais parler en français. Ça, parler en anglais dans Paris me paraîtrait quand même comme une sorte de démarche où on percevrait un certain degré de capitulation. Et bien entendu, ce n'est pas du tout un reproche. C'est pas du tout un reproche. Il avait été prévu, convenu que l'anglais aurait sa place dans cette soirée. Mais en ce qui me concerne, je vais m'en tenir au français. Voilà. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire, même si à certains moments d'une éventuelle discussion, je pourrais trahir cet engagement en trouvant dans ma mémoire, dans ma vieille mémoire, de solides sentences britanniques. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est aussi partir précisément de ce livre, de la singularité de ce livre, celui qu'on vous a montré, et qui est, entre autres choses, comment la qualifier? Il me semble que ce livre est, en un certain sens, une tentative platonicienne. Tout simplement parce que c'est d'un bout à l'autre un dialogue. C'est donc le dialogue consacré au cœur de ma philosophie, c'est-à-dire au cœur de l'ontologie, finalement. Ça, c'est la première remarque. Et en même temps, je remarque que cette coloration platonicienne est dans le déploiement du livre comme si elle était en partie renversée. C'est-à-dire comme si la progression de l'idée dans ce livre était provoquée, beaucoup plus que chez Platon, par le mouvement de l'intervention de l'élocuteur. C'est elle. C'est elle. C'est elle qui, d'une certaine façon, garantit que le processus du livre sera un dialogue de manière essentielle, mais un dialogue dans lequel la position exacte de celui, en l'occurrence celle qui n'est pas Socrate, est différente de sa position chez Socrate, c'est-à-dire finalement dans l'écriture grecque de la chose. Et je pense qu'on peut saluer là le fait, entre autres, beaucoup d'autres, que cette interlocution est une interlocution
qui, en un certain sens, oriente le livre de façon beaucoup plus marquée que chez Platon, où les interlocuteurs, heureusement que je ne les ai pas copiés, où les interlocuteurs sont souvent un peu réduits à, je ne dirais pas à des caricatures, mais réduits à des intellectuels de second plan. Voilà. Et que ce qui permet à Socrate, évidemment, de planer sur tout ce monde. Et mon intention, en discutant de ce dialogue, est évidemment, sûrement de manière latente, de prendre la position de Socrate, entre autres choses, pour que soit comblée dans la figure du dialogue la dissymétrie, la dissemblance des deux. Et je voudrais montrer aussi, là, dire aussi qu'elle est, le livre l'est dans le détail de sa construction. Parce que d'une certaine manière, le livre est tel que son propos, sa question et d'une certaine façon son sujet mettent en scène la rencontre entre le philosophe, moi, et une expérience qui a beaucoup de caractères, en vérité, qui vont apparaître comme étrangers au faux Socrate que je suis. C'est-à-dire une provocation extérieure qui tient à beaucoup de choses, au fait que d'autres caractéristiques ne te destinaient nullement à la fonction que tu occupes dans ce livre. Voilà. Et cependant, tu l'occupes, et du coup, tu l'occupes aussi à partir du dialogue que j'ai construit moi-même. Mais tu l'occupes de telle façon que la couleur générale du livre est dans une forme d'une figure du duo, enfin de la double pensée, beaucoup plus subtile en un certain sens qu'elle ne l'est, cette figure-là, dans les dialogues de Socrate. Si bien que quand je l'ai lu, le livre, je me suis dit, ah, voilà vraiment quelque chose dans quoi je vais pouvoir piocher. Non pas par forcément valorisation de la chose, mais en reconnaissance du fait que c'était une figure particulière, singulière, de la façon dont j'étais lu, et que je saluais cette figure qui n'était pas dans les habitudes que j'ai des lecteurs de mes livres ou des lecteurs de mes discussions politiques et philosophiques, c'est-à-dire une position où de façon réelle, les deux interlocuteurs, en l'occurrence moi et toi, les deux interlocuteurs s'accrochent au thème mis en avant dans une sorte de dissymétrie inaugurale qui est tout à fait différente de celle qui fonctionne dans la plupart des dialogues de Platon. Dans les dialogues de Platon, c'est quand même en vérité le duo de celui qui sait avec celui qui ne sait pas encore qui l'emporte. Tandis que dans ce livre, ce n'est pas de celui qui sait va remporter la victoire sur celui qui ne sait pas, c'est une combinaison où la figure questionnante est telle qu'elle demande à ce que le dialogue produise des inventions ou des leçons non connues ou des réponses nouvelles, et donc que la figure du dialogue n'est pas du tout dans la même fonction que la figure du dialogue finalement chez Platon. La figure du dialogue chez Platon est d'exposer la pensée de Platon. Voilà. Alors là, ça n'est pas un livre qui expose ma pensée. À plusieurs endroits même, je pourrais dire que la version que tu donnes de ma pensée ne me plaît pas, tout en reconnaissant qu'après tout, cette version est quand même tenable. Voilà. Et que
au fond, j'ai vu dans ce dialogue, en dehors du fait qu'il était entièrement imprégné d'une forte et constitutive amitié, hein, donc, il était aussi le dialogue de deux personnes qui se connaissent depuis longtemps. Mais au-delà de cela, il y avait une capacité de cette figure, dialoguer, dans ses allées et venues, qui faisait sortir réellement des significations nouvelles sur certaines questions et sur certaines procédures. Voilà. En ce sens, ce livre est un bon livre, et il est un bon livre en un sens assez particulier, c'est qu'il n'est réellement pas entièrement de moi. Voilà. Alors que, ordinairement, un dialogue philosophique, le philosophe s'arrange pour faire savoir que tout ce qui est vrai est de lui et que tout ce qui est malvenu ou faux est des autres. Eh bien là, je dois dire, ça ne se présente pas sous cette forme. Tu as réussi à l'éviter. Voilà. Et je dois t'en donner acte devant tout le monde. C'est très gentil, merci. Voilà, ça c'était sur la structure générale. Et y compris, je terminerai là-dessus, y compris formellement, la chose n'est pas vraiment une copie du dialogue platonicien, bien qu'il soit présent là. C'est plutôt comme une conversation véritable entre deux personnages qui ont, par rapport à ce dont on va parler, une position spéculative différente et une manière de procéder différente. Et alors on voit en particulier très bien dans le livre comment se fait l'apparition d'une question. L'apparition d'une question, ce qui est évidemment crucial dans les livres qui sont des dialogues, et chez Platon le premier. Comment surgit la question? Eh bien, on peut voir que la question peut surgir de plusieurs façons dissymétriques. C'est-à-dire, elle peut surgir normalement parce qu'elle a été posée par l'un des deux, mais elle peut surgir aussi à partir du fait qu'est mis en scène la différence de tonalité, la différence de stylistique même, je dirais, entre les deux interlocuteurs, qui va en quelque sorte constituer ce qu'on va dire de ceci ou de cela. Il y a plusieurs sujets, on y reviendra dans ce livre, était comme s'il était pris sur deux territoires qui sont des territorialités distinctes, mais dans laquelle la question traitée n'est pas dans la position d'être réelle dans un cas et fausse dans l'autre, mais que son approche et par conséquent son détail ne sont pas nécessairement identiques. Voilà. Alors voilà pourquoi, eh bien, tout compte fait, je trouve que c'est un bon livre. Voilà, que c'est un bon livre, y compris dans sa façon de présenter quelque chose qui a évidemment un rapport avec ma philosophie, hein, mais de le présenter d'une façon que je dirais plutôt quasiment tirée du côté d'une forme de romanesque. C'est-à-dire comme s'il s'agissait réellement, non pas d'un rapport structurel, comme c'est chez Platon, parce que chez Platon, le dialogue est le dialogue du maître et des disciples. Il peut même être le dialogue de l'homme libre et de l'esclave. Enfin, c'est un dialogue structuré. Là, oui, bien sûr, on peut redire un homme, une femme, on peut dire un spécialiste de philo, quelqu'un qui ne l'est pas, des choses de ce genre. Mais ce n'est pas ça qui constitue l'intérêt du livre. Ce qui constitue l'intérêt du livre, c'est que dans cette différence, cette différenciation, l'idée dont il s'agit, qui a été introduite, est éclairée de façon différente de ce qu'elle est, de la façon dont elle est éclairée d'habitude. Et donc, quand je dis que c'est un bon livre, c'est vraiment un bon livre à deux voix. C'est un bon livre à deux voix, comme
comme un chant, d'une certaine manière, à deux voix, voilà, où je serais le baryton, et toi le soprano, voilà. Ah non, moi j'ai chanté quand j'étais enfant et je chantais toujours le alt. Ah bon, alors ça va. Dans ce cas, je reprends le pouvoir. Bien. Sorry, I have to speak English. I forgot. I've been instructed, and I may have a few lapses and fall into French. But I want to first thank, of course, Alain, and to recognize the debt that I have to your thought and in your work, and how it's been productive for me. And if I can contribute a little something here, I'll be very brief. I just might hope to give a little taste of what's in the book, maybe through a couple of citations. And I'm going to look at the central chapters of Althusser and Lacan. For me, they're at the heart of this discussion, à deux voix. And also, I want to especially thank Jana. We've been working together now maybe a decade or so on some of the different projects that she mentioned. And her energy and creativity and intelligence is extraordinary and doesn't cease to impress me and amaze me. And this new book, what she's done with Suture, her press, if you see the books in back, they are to behold their beautiful objects and to read are rich and extraordinary. And to accomplish these things while you're doing your PhD in architecture and interviewing Alain Badiou year after year and everything else is really extraordinary. So let me just do these things. And here I could start with a little citation that for me, this is 2016. I think this is Althusser, the chapter on Althusser. But here we're living through difficult times, and I was struck simply by this comment. I'm just going to read it in French. No? Je pense que ce n'est pas vrai. En réalité, c'est plutôt le communisme ou la barbarie. À tout moment, la barbarie reste une possibilité effective et sensible. Et au moment présent, il y a malheureusement quelque chose de barbare dans la machine historique telle qu'elle est déployée. And, well, that's 2016. So, Althusser, un petit différent. Here, this is something that you've developed, as you mentioned here, even since your 1967 article, this critique of the distinction between the thought object and the real, right? And you have repeatedly, in different forms and fashions, criticized that the extremity of that opposition in Althusser as an idealism, ultimately as a form of idealism, right? And you've invoked Kant in those terms as well. It's something that goes back to that early piece. It's something that you brought up in Princeton 10 years ago in our discussion, and I have you know that I've been obsessed with reading Capital for quite some time, and I know Etienne is here as well, and both of you graced our presence that time, and you have invoked on that day
this same distinction, this same Kantianism, and it comes back again here in the discussion of Althusser. And I wonder because I wonder if you give full justice, I don't know, to Althusser's Spinozism, which is to say that it's always struck me that on the one hand, you know, Althusser is like, in a sense, it's like Spinoza's ethics, but if it were only made of propositions and scholia, and there are no demonstrations, there are no axioms and definitions, and so you have positions of genius that were put out there, but never defended and developed, and maybe this is one of them. And I wonder, at one point you say that Althusser has no theory of the transcendental, and I thought back to this. I think it's in, what was it, 1947, his thesis, where he says in effect that the logic of capital is our transcendental. But he just puts it out there and leaves it in 1947, and it never seems to come back again. And then in reading Capital, which is the focus of that discussion for you, this distinction between the object of thought, the Gedanken Concretum in Marx in the 1857 preface that Althusser is invoking in the first chapter of reading Capital, and the real. I've always thought of that as part and parcel of the Spinozism that, of course, in the 70s Althusser is going to reject. That is to say, the object of thought is occurs in the attribute of thought, and the real occurs in, let's say, something like the attribute of extension. One problem for Althusser is that, of course, that Spinozism is mostly under erasure, so we have to guess and reconstruct. But also a real problem, I think, is not so much that there's no theory of a transcendental, but rather maybe that there's no theory of multiplicity. I remember this passage in the Groupe Spinoza, and Etienne could maybe correct it if I'm wrong, but at a certain moment, I think Althusser actually calls attention to the problem that in reading Capital, there's no theory of substance. There's only a theory of, let's say, thought and extension, if we can put it that way, in that Spinozist way. And so here again, we know the reasons maybe why Althusser didn't want to develop a theory of the multiple or substance, or however we want to call it, to not get trapped in what he saw as guarantees of whatever sort. But we also see where that leaves us without a theory of the multiple specifically that we find in your thought. And let me just read one quick passage here where that is that position is formulated. La pensée d'Althusser suit une tendance idéaliste qui exagère et qui rend infranchissable la distinction entre la construction de l'objet de connaissance, et le réel lui-même, avec pour objectif la fusion de la pratique et la théorie. Tu dis. And so I wonder if we might account for that theoretical underdevelopment, not via Kant, but rather via Spinoza, and also simply because of the position that you develop a few pages later on the attributes of infinity, no? And so that's one thing. I wonder what you think. And Lacan. So maybe just one or two extrapolations on Lacan that have been very, very constructive for my thought and for where
I'm moving at the moment. And you invoke, let's say, in psychoanalysis, so which condition, under which condition or conditions, you ask, do we find psychoanalysis? And I think you suggest l'amour et la science, both. And with a focus, an emphasis, I think, here at least, on l'amour. And I'm wondering, because of my obsession with reading Capital and epistemology and everything else about la science, right? And Lacan, right? So that brings us to le mathématisable versus le mathème, and this being a major theme that you mentioned briefly here, but that of course you develop in the seminar on Lacan, that distinction and the let's say the proposition you make of le mathème and its link to what you call le réel du réel, that you emphasize is not a Lacanian formulation but your own. And if we say then that le mathème, the matheme, then occurs at the point of l'impasse de la formalisation, the impasse of formalization, then I think that has all sorts of very interesting implications in many, many directions of thought. Let me read one more brief citation. Am I doing okay here, time-wise? Yeah? Okay, so I'm almost done. What's that? Okay, on va pas exagérer, but I'm almost done. This is page 289. Quand Lacan parle de relever l'impuissance par l'impossible, ce qui est la définition même de la cure analytique, je pense qu'il veut exactement dire que pour sortir de l'impuissance, il faut identifier le point d'impasse. Il faut reconnaître le point où on ne peut pas passer, où c'est impossible. Autrement dit, on ne peut pas passer sans changer soi-même. On doit modifier le régime du possible et de l'impossible en relançant la formalisation dans des conditions différentes. A wonderful formulation, I think, for me, and extremely suggestive. And so let me just make one or two extrapolations very quickly. So here's my little, you don't need to actually see what I've written here. I can describe it here. These are just two moments in Capital, Volume 1. On the right, you have MCM prime, or in French, AMA prime. And on the left, you have this formula from chapter 11, taux et masse de la survaleur, the mass and rate of surplus value. It's this formula. And I think that we can read we can fold back Lacan through your lecture, your reading of Lacan, back onto reading Capital. At least that's my obsession in any case. And I think that we can do it in productive ways. For example, in distinguishing, MCM prime is a matheme. And this little formula in chapter 11 is a mathematization of surplus value and its process, which is to say that at the end of chapter 4 of Capital, Volume 1, Marx derives this matheme as the formula of accumulation, right? And then in chapter 5, he shows how l'impuissance of classical political economy was unable to account for this little prime, profit, surplus value, etc. That's chapter 5. And so this is a matheme precisely because it pushes us to the point of l'impasse, of the impasse. And then where are we left at the end of chapter 5? La passe, right? Hic rodus, hic salta. And Marx
pushes us, taking us to that impossibility in classical political economy for accounting for where in the exchange of two equivalents, where's the profit come from. He pushes the reader over the precipice. And chapter 6 and 7, he then explains the concept of surplus value, which is maybe the event of capital itself, if the book is a faithful subject, such that he can mathematize that surplus value a few chapters later. Anyway, I won't say any more than that. Toussaint Louverture, should I end? Or where are we? Favorite figure? My favorite figure. So let me say one word about Toussaint Louverture, and I'll stop. In Logics of Worlds, which has always been my favorite of your many books, there's a brief passage where you discuss Toussaint Louverture and La Révolution Haïtienne, and I think here too we have the figure of a faithful subject, the Matthew. That's you say that you don't have much use for the real, perhaps, of a concept, but le mathème, yes, you take it up in Logics of Worlds. And Toussaint Louverture is a figure of the faithful subject where there's an impasse around slavery, 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, and there's an impasse because slavery continues. There's an event, the uprising on the slave plantations in August 1791, but it's an event. It's incomprehensible within the logic of that world. And then Toussaint Louverture apparaît in August 1793, and he says in his first public statement, Je suis Toussaint Louverture, je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. You see? And this one statement is to me, has always seemed the invocation of a faithful subject, where that subject is not the person of Toussaint Louverture, it's a mass subject, in this case a revolutionary mass, that then is carried forward to 1804 and the independence of Haiti, etc., as a faithful subject. Anyway, I won't say anything more than to thank you again, and so that the work of the tailor doesn't disappear into the coat, to say how much your thought has meant to me, and to thank Jana for being able to participate as well in this project, and really to pay homage to the accomplishment that it represents. Alors, question. Alain, tu as une question ou quelque chose que tu veux dire? J'ai suivi ce développement avec satisfaction, pour l'essentiel, vraiment. Bien qu'il ne soit pas... je pense qu'il porte une lecture aussi de ce qu'était la philosophie dans les années antérieures, en un certain sens, au nouveau siècle, enfin quelque chose comme ça, avec lesquels au prix de continuer une discussion assez longue, je me rallierai volontiers. Je voudrais accrocher ça tout de même à un point de ma doctrine qui est un point aussi de départ dans le rapport qu'elle peut avoir aux situations créatrices diverses. Et de ce point de vue-là, je pense que un des enjeux aussi du livre, dans sa parole discursive, son côté dialogue, etc., était de montrer ici ou là que, en réalité, il faut bien comprendre que l'animal humain dispose en réalité de plusieurs figures de la vérité, plusieurs
on pourrait dire, plusieurs espaces des vérités. Et ma proposition était d'appeler ça les procédures de vérité, c'est-à-dire des endroits où ces modes particuliers de la vérité sont travaillés, créés et dispersés aussi, et de déclarer qu'on peut faire la liste des procédures de vérité sous la forme suivante. Premièrement, la science, mais c'est premièrement, ça ne veut pas dire que c'est une domination. Premièrement, la science. Deuxièmement, la création artistique. Troisièmement, la politique. Et quatrièmement, l'amour. Et je pensais quand même à travers cela donner une description structurale de ce qu'est à tout moment le paysage possible des vérités dans telle ou telle civilisation, dans tel ou tel moment, dans tel épisode révolutionnaire ou réactif, etc. Et qu'il faut toujours interroger la situation, quelle qu'elle soit. Il faut aussi l'interroger à propos, en lui posant la question suivante, où en sont les diverses procédures de vérité? Qu'est-ce que l'époque en cours fait et dit sur et crée dans le registre de la mathématique, de la physique, etc. Deuxièmement, quelle invention politique vient éclairer d'une certaine manière la situation et quelle politique peut être considérée comme la vérité politique du moment. Alors, troisièmement, il faut bien entendu que la relation personnelle soit énoncée dans cet ensemble, et c'est pour ça que j'y ai mis l'amour. Et finalement, après amour, qui est la subjectivité dense, en quelque sorte, de l'existence dans sa multiplicité, après les figures de l'art, après les figures de la scientificité, il faut faire en effet sa place aussi à la question de la politique comme telle. En cet ensemble, ce sont les procédures de vérité, et je pense que, pour revenir au livre, qui après tout est notre sujet de départ et d'arrivée, le livre, d'une certaine façon, circule sans en faire la doctrine complète, mais circule dans cet espace-là. Il circule au sens où on pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'un système, il ne s'agit pas mais il s'agit de savoir dans quel registre vont se prononcer et s'éclairer les vérités nouvelles. Ma vision stratégique de l'homme est que c'est un animal créateur de vérité. C'est la définition que je donnerai, à condition naturellement de prendre vérité dans le registre existentiel complet des procédures de vérité. L'humanité, si on le regarde de près, est toujours traversée soit par des conflits, soit par des extases, soit par des abandons et des fainéantises, à travers le réseau des procédures de vérité. Et la caractérisation d'une époque, à mon avis, doit se faire comme cela. D'ailleurs, grosso modo, elle se fait comme cela. Hein. Ce n'est pas un hasard si nous avons hérité de la mathématique grecque, mais ce n'est pas un hasard si nous avons évité des révolutions démocratiques ici ou là, etc. À travers chaque procédure de vérité, on peut déchiffrer les moments historiques qui les ont constitués et se demander quelle relation nous avons avec la procédure de vérité à travers
son existence historique, c'est-à-dire dans la question de son prolongement ou de sa reprise ou de sa critique. Et je pense que c'est un guide important de la conception qu'on peut se faire de ce qui, dans une situation déterminée, va dans la direction d'un mieux créateur ou va dans la direction d'une exténuation. Et c'est à ce point-là, cette question de l'exténuation, c'est sur ce point que je songe ajouter quelque chose au livre, pour la raison que nous faisons en ce moment une expérience de ce type, dans plusieurs des procédures de vérité. La science est toujours un peu abritée par sa sévérité, si je puis dire, mais en réalité, si on regarde de près, notamment en mathématiques, il n'y a pas d'invention sensationnelle depuis à peu près 20 ans, alors qu'il y en a eu beaucoup dans le siècle. Si on voit les arts picturaux, ils sont aussi dans une hésitation manifeste sur est-ce qu'on continue dans les figures abstraites, est-ce qu'on revient à la représentation, ou est-ce qu'on combine les deux, enfin, de quoi s'agit-il? La musique navigue aussi entre la tonalité et la détonalité, avec une capacité créatrice véritable, mais dont on sent bien qu'elle n'a pas encore tranché la difficulté qui est la sienne. Et ainsi de suite, si on examine ce qu'est la figure du théâtre aujourd'hui, et évidemment la figure des politiques. Et c'est pourquoi, en travaillant sur le livre, il faut quand même y revenir, ce livre, je voyais que l'époque dont il parle n'est pas tout à fait la nôtre. C'est normal d'ailleurs, puisqu'il est historiquement, en effet, la narration d'une époque différente, parce que pour l'instant, en tout cas, il n'a pas fait la description véritable de l'événement au sens négatif du terme, qu'est dans notre situation deux choses. Le primat de la négativité sur l'affirmation créatrice. Donc une position constamment défensive dès que quoi que ce soit se passe. Et ça d'un côté, et d'un autre côté, le résultat de tout cela, que j'appelle, moi, une fondamentale désorientation. Et le couple de l'obsession subjectivée du négatif, qui fait que les choses que l'on propose se présentent presque toujours comme ne pas ça, ne pas être ça, ne pas devenir ça. Alors que, en réalité, une négation n'a, dans ce genre, à propos justement des procédures de vérité, la négation, quelle qu'elle soit, peut être enregistrée et servir, mais elle le fait toujours au sens de ce qui sera ultimement affirmé, y compris à travers elle, c'est-à-dire de la possibilité de cette négation en tant qu'affirmation. Parce que, et quand on baigne dans le négatif pur, la création est annulée, tout simplement. Elle est vacante. Beaucoup plus que quand on a des affirmations rétrogrades. Et donc je me disais qu'il faudrait que je complète ce qui est dit dans ce livre, qui est ma pensée à un moment donné, après tout. Et que ce qui lui manque, c'est un examen précis de la figure contemporaine du primat de la négativité. Et de la désorientation que ce primat constitue finalement. Au point qu'on pourrait dire que
l'humanité, alors, de son histoire aujourd'hui, ou ne veut rien, ou ne sait rien de ce qu'elle devrait vouloir. Et que c'est là qu'elle circule dans des conditions telles qu'aucune des procédures de vérité n'est intacte. Et ça, c'est très intéressant. Alors là, je vous laisserai faire ça en exercice, de cette façon. Mais j'indiquerai une petite piste banale. Hein. Finalement, dans la figure canonique de la procédure de vérité amour est aujourd'hui aux prises avec des configurations de jugement négatif sur le sexe masculin, qui sont des protections ou des projections justifiées. On peut avoir des exemples considérables de ça et les amener même à grand renfort de publicité devant les tribunaux, hein. Mais qui, n'inscrivant cette négativité dans rien qui serait une acquisition du côté de la positivité, sur rien qui serait une figure glorieuse et entièrement nouvelle en même temps de la relation entre hommes et femmes dans le récif subjectif, là, je parle pas, hein, en ne créant rien dans ce côté, on est dans ce qu'on peut appeler finalement une désorientation de la notion même d'amour. Voilà. Alors c'était ça que je voulais dire à propos de la lecture que nous avons pu faire du livre, toi et moi, parce qu'il m'a semblé dans cette lecture que le livre devait se compléter à un moment quelconque. Bon, c'était un livre, par un examen extrêmement rigoureux et précis de où on en est aujourd'hui dans l'interprétation des phénomènes, de la place exacte de la négativité. Voilà. En fait, merci. Beaucoup d'applaudissements. En fait, c'est vrai que si je regarde ça en fait rétrospectivement, effectivement, quand on regarde les dates auxquelles ont été faits ces entretiens, c'est-à-dire de 2014, avec mon mari, on a déménagé à New York, j'ai commencé le doctorat en philosophie et l'architecture. Et puis on a fini, je crois, le dernier 2019 en novembre, quand tu es venu à New York. Et après, on est entré dans la pandémie. Et après, déjà, il y avait un autre monde. Et donc, finalement, en fait, les entretiens qui sont dans le livre datent vraiment de 2014 à 2019. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être inconsciemment, je ne l'ai pas réfléchi comme ça, mais j'ai senti ce besoin d'ajouter justement ce postface dans le livre lui-même, qui était, disons, contraire. C'est-à-dire que moi, ce postface, je l'ai écrit, je pense, j'étais à Prague, et puis il y avait l'ambiance marquée vraiment par la guerre en Ukraine et tout ça. Et donc, je sentais cette négativité, cette sorte de clôture actuelle du monde qui était vraiment oppressante. Et donc, j'avais envie de réfléchir justement sur ces questions de la pulsion de mort et sa possible transformation en courage, parce que je me souviens bien, il y a très longtemps, tu as fait ce séminaire avec Slavoj Žižek, où il y a un moment donné, vous vous disputez un peu, ou vous vous taquinez un peu, disons, sur cette question de la pulsion de mort. Parce qu'il y a Žižek qui dit, ouais, pulsion de mort, pulsion de mort, pulsion de mort, comme finalement le référent transcendantal ultime. Et toi, tu lui dis, bah, en fait, moi, j'appelle ça courage. Donc, c'est-à-dire que dans ta réponse, il y avait déjà, en fait, une tentative de transformer cette négativité ambiante du monde en quelque chose d'affirmatif. Et c'est pour ça que finalement, en lisant Freud, et puis en critiquant Freud, et puis en lisant Spinoza, je cherchais moi-même en fait des forces affirmatives du sujet. C'est pour ça que Spinoza il parle de la béatitude de l'âme, et il utilise toutes sortes de termes assez poétiques pour parler de cette expérience de l'infini ou de l'éternité.
Mais je pense que peut-être le livre en soi est une sorte de chiasme parce que justement il y a ces entretiens 2014-2019 et puis le postface c'est quoi? C'est il y a 2 ans à peu près. Donc, mais qui finalement ne parle pas de la négativité dans le sens de critique de l'idéologie du monde capitaliste actuel, mais plutôt conscient de la négativité qui semble tellement oppressante et tellement omniprésente, et d'ailleurs encore plus, parce que quand même on est ici à Columbia, et je ne sais pas si vous suivez les journaux, ce qui se passe dans cette université, la négativité, elle est vraiment très forte. Et c'est-à-dire que je pense que dans le monde actuel, c'est-à-dire retrouver les forces du courage ou la lumière ou quelque chose en fait qui maintient d'une certaine manière la procédure militante, en fait, est déjà en fait une tâche quasi héroïque. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait cette préface, et c'est toujours un dilemme qu'on vit quotidiennement. Oui, et déjà, j'ajouterais que c'est très intéressant de poser cette question de la négativité dans chacune des procédures de vérité. Parce que on est porté à l'illustrer dans la politique. Mais ça, c'est la négativité et l'affirmation dans la politique, ça a été une question difficile depuis toujours. Toute l'aventure du communisme est de ne pas avoir réellement réussi à se dégager de sa définition comme l'annulation du capitalisme. Et en fait, il n'a pas construit une figure absolument renouvelée de ce qu'est le bonheur communiste. Voilà. Alors que sans cette affirmation, la négativité l'emportait, et elle a aussi emporté finalement, pour le moment, mais elle a emporté aussi les figures qui ont été faites pour le communisme. Et c'est un exemple très intéressant de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il faut s'exercer, il faut chercher, il faut créer sur la relation entre négativité et création dans la totalité des procédures de vérité. Par exemple, là je me revanche sur un terrain extrêmement sensible, mais je le fais quand même, sur les affaires de la brutalité masculine et sur la mise en scène aujourd'hui de cette question. Il ne s'agit pas de se contenter de cette négativité. Et en vérité, ça signifie, dans les conditions que nous souhaitons être celles de l'élimination de cette négativité, en quoi consiste l'affirmation, en quoi consiste la création nouvelle, débarrassée de cet empoisonnement par la négativité. Autrement dit, c'est réinventer l'amour dans ce champ-là. Et je pense que dans toutes les procédures de vérité, c'est la même chose, c'est-à-dire elles sont travaillées par la négativité les unes après les autres. Là, je parle de l'amour, mais on le voit à gros comme ça dans la politique, etc. Elles commencent à concevoir que l'omniprésence de la négativité est quand même une menace, en un certain sens, sur toute l'existence humaine, mais pour l'instant, on stagne quand même dans l'idée que quand il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut supprimer. Alors qu'il se pourrait bien que dans de nombreuses situations, s'il y a un problème, c'est qu'il y a des choses qu'il faudrait inventer. J'ai une petite question qui me revient à l'esprit en lisant ce chapitre sur cette discussion sur Lacan, qui m'interpelle à l'instant. Et à plusieurs reprises, tu as discuté là, tu as évoqué ta lecture de Freud The Analysis of Dreams. Ça, je ne savais pas auparavant combien ça t'avait marqué au début. Et puis, à partir de là, c'est la découverte de Lacan, Althusser, qui t'avait emmené dans le séminaire, même avant Normal Supérieur. Et puis, après, toute l'importance que sa pensée représente
pour toi. Mais il y a plusieurs fois, je ne sais plus à quels autres moments, mais tu aussi rajoutes ce détail que tu n'as jamais subi de cure psychanalytique toi-même. Et je me suis demandé simplement, est-ce qu'il s'agit d'un fait biographique qui est personnel seulement, ou est-ce que dans tout cela, ce que je pense pouvoir être le cas, te connaissant, est-ce qu'il y a quand même disons des raisons théoriques ou peut-être même philosophiques par rapport à cette décision qui apparemment ne semble que tout à fait personnelle et privée? Ouais, moi, je pense que sur la question de la psychanalyse, il faut aussi mettre en branle la dialectique de la négativité et de l'affirmation. C'est-à-dire que ce qui est appelé négativité ou affirmation dans un certain registre de la psychologie, etc., est très mauvais. Et en vérité, si l'on essaie de constituer une défensive de la psychanalyse, il va falloir qu'en effet qu'elle s'explique sur sa figure affirmative. C'est-à-dire de quoi, en définitive, est-elle porteuse? Sinon, elle sera simplement un protocole de négation des embarras subjectifs. C'est son chemin mauvais. Et donc, et je pense que chez Lacan, pour lequel j'ai une grande admiration, cette question était présente, mais pas dans les termes où je la sors, mais elle était présente. Il continuait à il a essayé de dire qu'est-ce que la psychanalyse représentait comme figure novatrice de la pensée des relations humaines. Il a essayé de le faire. Ce qui voulait dire qu'avant de songer aux emplois, je dirais, médicaux de la psychanalyse, il faudrait penser à sa vertu intrinsèque, c'est-à-dire à ce qu'elle représente comme étape dans, je dirais, la pensée de l'autre. Voilà, grosso modo, la pensée de l'autre. Et je pense que, c'est-à-dire, elle se réintégrerait ainsi de façon affirmative dans la disposition des procédures de vérité. Voilà. Et alors, pour la politique, c'est évidemment le point le plus gros, quoi, le plus central. Qu'est-ce que c'est qu'une politique affirmative? C'est un problème qui nous hante depuis des siècles. Parce que ou bien on répond que ce qui doit être le point de l'égalité et de l'affirmation réside dans la figure de l'État, le bon État contre le mauvais État, mais on en a assez expérimenté pour dire qu'il n'y a pas de bon État et que ça ne doit pas rendre anarchiste de savoir qu'il n'y a pas de bon État, ça doit donner le travail d'une définition de la politique qui, comme telle, ne soit plus laminée par la représentation du pouvoir d'État. Et ça, et on peut faire ça pour toutes les procédures de vérité, et y compris évidemment pour les figures que représente la médecine et la psychanalyse aussi. Mais ce que je pense à cet égard, c'est que la période me semble à la fois défavorable et favorable. Défavorable parce qu'on est dans la désorientation de façon visible, si je puis dire. Et voir, c'est peut-être commencer à penser à autre chose. Mais évidemment défavorable parce qu'on est très très loin pour l'instant d'avoir sous la main des catégories, des concepts, des exemples, d'une politique qui serait réellement une politique émancipatrice. Je dois ajouter encore une question qui me tient à cœur avant qu'on passe à l'audience. D'ailleurs, ça me rappelle, il y a une phrase qu'un collègue ici, peut-être il est là, Will,
a dit récemment, on a discuté lors d'un séminaire ici à Institut, et il a dit poésie, à la différence de droit, est un langage qui ne cherche pas le pouvoir. Et je pense que ça me rappelle un peu ce que tu dis par rapport à l'État. Mais j'avais une question, on a un peu conspiré avec Nick pour te poser cette question. Aïe, aïe. Parce que, en fait, dans le livre, il y a beaucoup d'endroits où justement tu développes cette critique du parti-État, tu parles du Marx, tu parles du communisme, et on se dit souvent qu'on peut savoir l'orientation d'une pensée d'un grand philosophe comme toi selon le Marx qu'il lit. Et donc, en fait, je voudrais savoir Quel est mon Marx? c'est quoi ton Marx préféré? Parce que peut-être à partir de là, on peut aussi deviner des choses. Et je pense qu'effectivement, pour travailler l'affirmation, on n'aura pas d'autre choix que de retourner à Marx finalement ou à d'autres penseurs. Mais Marx reste quand même important. je répondrai très, très simplement et très naïvement. La figure de Marx a été obscurcie, je ne dis pas abandonnée, mais obscurcie, parce qu'elle a été collée sur une figure particulière du pouvoir d'État. Peut-être était-ce inévitable dans les premiers balbutiements du communisme, mais on sait maintenant, on a vu que cette figure doit être abandonnée. Elle se détruit d'ailleurs elle-même lentement si on ne la... Et par conséquent, il faut revenir à l'idée que l'essence active du communisme ne peut pas être dans la négativité, fût-elle révolutionnaire. Si on la ramène, si on la réduit, si on la concentre dans la négation, c'est-à-dire dans le fait que de l'hostilité à la bourgeoisie, si le sentiment communiste, c'est la détestation de la bourgeoisie, on aura à chaque fois la figure qu'on a eue. C'est-à-dire un État suffisamment armé, si je puis dire, pour en effet prendre des mesures sur cette question, mais qui est incapable de dire en quoi consiste finalement la nouveauté réelle que obtient cette négation, c'est-à-dire sans que l'affirmation soit saisissable. Voilà. Donc c'est aussi un terrain sur lequel ce rapport entre négativité et affirmation est très, très, très perceptible. Et je crois que c'est quelque chose de l'histoire humaine a été engagé sous couvert de modernité dans une apologie de la négativité en réalité. C'est-à-dire ce qui était considéré comme bien, c'était les révoltés, bon. Qu'il faille traiter cette question et éventuellement s'en servir dans la politique concrète, je ne le dis pas. Mais qu'elle en soit finalement à la fois la norme et le résultat, ça, nous pouvons aujourd'hui savoir que c'est la catastrophe du XXe siècle. Voilà. Au-delà de cela, il va falloir, au fond, rappeler de façon quand même active et constituante que le concept central du communisme, c'est l'égalité. C'est l'égalité. Et l'égalité, c'est une construction affirmative. C'est quelque chose qu'on ne peut pas penser comme ça, obtenir facilement par des... Non. La création d'une société égalitaire, c'est aussi en réalité une transformation générale de la représentation de ce que c'est qu'une collectivité, que c'est qu'un pays, que c'est, etc., qu'une société. Voilà, donc l'application de la chose se fait comme ça. Oui, mais la question, c'est quoi ton texte de Marx préféré? Ce serait celui du manifeste? Ou tu veux pas révéler le dessous des cartes? Mais je ne vais pas exercer ma négativité sur Marx, parce que je vois bien ce qui a entravé Marx dans les épisodes dont il faut bien voir qu'ils étaient les épisodes d'apparition de la figure communiste, etc. Et que cette apparition ait été rapidement pensée comme encerclée, menacée, etc.,
et que les militants soient devenus en un certain sens des militants quasiment pour lesquels l'organisation était le primat absolu parce que isolé ça ne voulait rien dire, on peut le comprendre historiquement. Mais c'est un problème qui doit être maintenant, parmi beaucoup d'autres, résolu dans un autre contexte que celui qui a été le primat finalement que nous savons d'un État destiné à avaler le parti communiste. Donc ça aussi, il faut savoir comment, d'une certaine façon, l'installation du communisme à échelle planétaire, et ça ne peut être qu'à son échelle planétaire en dernier ressort, l'idée d'un État communiste est une idée fallacieuse. Hein. On le voit. Elle ne dure jamais d'ailleurs longtemps. Et le problème fondamental, c'est précisément celui de savoir quelle est la figure affirmative dont on est porteur. Son nom est quand même fondamentalement l'égalité. C'est celui qui est constant. Et par conséquent, toute activité communiste doit faire la preuve qu'elle est au service de l'égalité. Et je regrette, mais s'il y a une chose qui n'a pas été au service de l'égalité, c'est bien la bureaucratie communiste. Elle a tourné le dos, par conséquent, à ce qui devait être l'impératif difficile, inventif, nouveau de la politique communiste, qui était, en toutes circonstances et sur toute question, a-t-on respecté la figure possible et potentielle de l'égalité. Mais nous le ferons. Merci beaucoup pour toute la présentation. Alors, j'aimerais juste vous demander peut-être d'avancer un peu plus sur un mot que vous avez employé. Je ne sais pas s'il apparaît dans le livre. À un moment, vous avez parlé d'une pensée de l'émancipation. Comment réinventer aujourd'hui une pensée de l'émancipation qui soit effectivement affirmative, donc créatrice. Alors, l'émancipation est un mot très attaché à l'histoire du 19e, du 20e siècle. Comment pourrait-on réhabiliter ou relancer ce mot autrement, alors que justement il est trop lié à l'idée d'abandonner une société d'aliénation pour aller vers une autre société? Est-ce que le mot même ne porte pas avec lui un poids négatif pour le coup? Je pense que c'est possible. Et que je vous attirer l'attention sur un point très important, c'est que dans la possible volonté communiste égalitaire, les mots et le langage ont une importance cruciale. Et ça, c'est une expérience qu'on a vue. L'emploi, fut-il un peu transformé de certains mots, c'est avéré cristallisé dans le rapport, dans les récits, dans tout ça, ce qui faisait obstacle, justement. Et en général, c'était parce que ces mots, dans leur application effective, charriaient un élément purement négatif. Si on regarde de près, on s'aperçoit que c'est toujours, chaque fois que la destinée communiste d'un mot a été strictement négative, qu'on a perdu quelque chose. Et donc, il faut qu'il y ait, avec évidemment la figure fondamentale de l'égalité, il faut aussi que, et c'est ce que vous dites, il faut aussi, dans la politique nouvelle, il faut une extraordinaire surveillance du langage. Et pas du surveillance du langage en tant que codé, fermé, etc. Mais en tant que ce qu'un mot signifie réellement du point de vue de sa relation à la négativité et à la créativité doit être discuté, ausculté dans les différentes langues, etc. Et c'est une obligation, à mon sens, pour toute procédure politique émancipatrice. Which language shall we speak? I want to say one thing to Nick and one to Alain, so perhaps the first in English and the second in French. And I apologize for speaking, but I've been mentioned as being here. Nick, I think that
referring to a passage in the book, which I haven't read, of course, not yet, discussing Althusser and his so-called theoreticism in reading Capital, and the possible relationship to Spinoza. You quoted Alain saying that Althusser was completely idealist. I think this is absolutely true for reading Capital. He's not only idealist, he's in a sense hyper or ultra idealist. But this idealism is not, and you said it as well, if I well understood, is not of a Kantian type. It's of course not a transcendental idealism. It has nothing to do with displaying or discussing the so-called conditions of possibility for the experience, or more generally the knowledge of the real. Hence the absolute dichotomy between the object of thought and the real object. Now my remark, sorry I'm a little too long, my remark on this is the following. Since the very beginning almost, and this continues in a sense in your presentation, the dominant idea, because Althusser was so elusive and practically referred to no specific place in Spinoza when he was declaring himself to be a Spinozist. The dominant interpretation was that this dichotomy, the object of thought and the object of, and the real object, should be translated somehow in Spinozistic terms as the parallelism, or the so-called parallelism between thought on one side, the attribute of thought on one side, and the attribute of extension or on the other side. I believe this is completely wrong. This is completely wrong. There's no doubt that the objet de pensée can be located in Spinozistic terms on the side of the object of the attribute thought. But l'objet réel is not the extension. It's the substance. If it's something in Spinozistic terms, it's the substance. So, okay, so I think that has consequences. Et maintenant, Alain, si tu permets, je voudrais revenir à une très vieille dispute que nous avons depuis toujours. C'est-à-dire, pas dispute, mais enfin une discussion concernant l'interprétation de ton système de catégories. Bon, alors que je dise d'abord que j'ai une admiration éperdue depuis toujours pour une pensée, la tienne, qui maintient la même idée pendant une vie entière, 60 ans. Pas d'autocritique, pas de rectification, et qui inclut progressivement, au prix de constructions conceptuelles véritablement éblouissantes, le tout, la totalité de ce dont on peut et on doit parler. Et comme je suis évidemment totalement incapable de faire quelque chose de ce genre, je comprends que je ne suis pas un philosophe, mais j'admire en toi un philosophe. Bon. Alors ceci dit, dans la discussion de ce soir, tu es revenu à plusieurs reprises, et je pense que c'est aussi le cas dans le livre, sur cette catégorisation ou cette typologie, disons, des procédures de vérité. Et tu as peut-être oublié ces discussions, mais quand cette énumération est apparue pour la première fois dans ton travail, je t'avais dit, et je le pense plus que jamais, c'est quand même extraordinaire qu'il y en ait une qui manque. Surtout, alors c'est d'autant plus évident si on parle de l'éclat de l'absolu, etc., parce que ces procédures de vérité ne peuvent pas ne pas faire penser, même avec toutes les distinctions nécessaires, aux figures de l'esprit absolu chez Hegel, etc. Bon. Ce qui manque, c'est la religion. Je veux dire, et d'une façon générale, la religion dans ta pensée, dans ton système, dans ce que tu as appelé ce soir ta doctrine, c'est le grand refoulé. Donc la question n'a jamais été vraiment abordée de savoir s'il n'y avait pas là quelque chose comme une cinquième procédure de vérité,
ou bien si le fait de l'inclure, la nécessité de l'inclure, suggérée, je m'en excuse, par une certaine expérience empirique de l'histoire que nous vivons, ne conduisait pas à formuler les choses un peu autrement. Alors, je dis ceci parce qu'il me semble, on l'a entendu ce soir, que le prix à payer, évidemment, pour un refoulement aussi puissant et aussi violent, d'une certaine façon, que celui-là, pour une ignorance délibérée de la question, c'est naturellement que la religion ressort, suivant le mécanisme parfaitement classique du retour du refoulé, périodiquement et dans des points stratégiques de ton discours. Et je crois que ce soir, on l'a entendu quand tu as dit que pour toi, l'homme, c'est le créateur de vérité. S'il y a un énoncé théologique, c'est bien celui-là. Je pense que Étienne, si la religion ressort, elle ne serait pas certainement sous sa forme monothéiste, parce que déjà, il n'y a pas de figure de l'un en tant que tel. Oui, je ne sais pas si j'ai envie d'entrer dans cette discussion-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est certainement pas par le biais de la religion, sous quelle que soit sa forme, qu'on va s'installer dans le dépassement du négatif. Parce que véritablement, les religions, sans exception, intègrent le négatif comme leur ennemi constitué. Et d'une certaine façon, dès que quelque chose prend la même figure que celle des religions sous toutes leurs formes, il y a deux points sur lesquels ça ne fonctionne pas. C'est incapable d'être égalitaire, parce que vous avez beau faire travailler votre pensée sous toutes les formes, un Dieu ne consentira jamais à être l'égal d'un homme. C'est impossible dans sa définition elle-même, même s'il choisit un jour d'être un homme, comme dans le cas du Christ. Ça ne veut pas dire que son essence soit celle de la négativité restreinte. Elle est celle de la négativité totale et de l'affirmation absolue. Donc, je pense vraiment que c'est d'ailleurs un problème concret. Je pense que l'essence même de la religion est orientée du côté de la transcendance, quoi. Et que la transcendance, c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas naviguer en politique. Voilà. Mais est-ce que finalement, ton geste, ça ne serait pas beaucoup plus prométhéen? C'est-à-dire, par exemple, cette question des grands infinis, c'est quelque chose qui est dans les mathématiques, tu mentionnes l'angoisse de Cantor qui écrit au pape, etc. Et finalement, de prendre cette chose et la donner à l'humain. Oui, ça je crois, mais je crois que bien il faut voir la forme sous laquelle elle est donnable à l'humain. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, moi je suis absolument partisan de l'intégration des catégories de l'infini, par exemple, dès lors qu'elles ne sont pas incarnées par un Dieu inexistant, mais qu'elles sont incarnées par une définition stricte de caractère politique et arithmétique. C'est quand même un autre type d'instrument. Donc nous pouvons manier l'infini en absence totale de religion, en effet, dans cet espace mathématisé. Mais il faut voir aussi que c'est une définition de l'infini qui est très austère dans sa manière. Mais enfin, espérons. Bon, je pense qu'on nous fait des signes. Je pense qu'il faudrait terminer. Je pense que le mieux, c'est on va servir un pot. Vous voyez que le français a bien gagné dans la soirée. The French won.